Bonjour, c'est Rokia Bamba pour Sororité, Conversation with My Sisters, le podcast au service de la parole sororale du studio Balado. Si vous êtes curieuse et curieux de faire la rencontre de deux belles personnes, je vous invite à découvrir dans mon podcast Talk Show deux femmes flamboyantes, engagées dans la cité, mes sisters Rokhaya Diallo et Sarah Lélé. Nous sommes en public ce midi à la Tricoterie dans le cadre du festival Equinox. Equinox, c'est un festival féministe bruxellois qui porte des valeurs d'inclusivité, d'accessibilité et de durabilité. Un espace de partage pensé comme un lieu safe, de jour comme de nuit. Merci. Merci à toute l'équipe de nous accueillir et merci au public de nous accompagner. Rokhaya Bamba, Sororité, Conversations with My Sisters. Bonjour, Rokhaya Diallo. Bonjour Rokhaya Bamba. C'est marrant parce qu'en fait j'ai l'habitude que les gens se trompent sur mon prénom, m'appellent Rokhaya. Et moi. Et donc depuis tout à l'heure, à chaque fois que j'entends quelqu'un t'appeler, j'ai l'impression qu'on m'appelle et j'ai envie de dire je m'appelle Rokhaya. Ben moi c'est pareil. C'est terrible. Mais en même temps, je suis honorée qu'on puisse me confondre avec toi. Je ne t'en tiens pas rigueur. Au contraire. En fait, c'est le même prénom en plus, donc voilà. Voilà. Nous sommes sœurs, comme vous pouvez le voir. Bonjour Sarah Lélé. Bonjour Rokhaya et Rokhaya. Alors, avant de laisser les intervenantes se présenter, je vais commencer par moi, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous sur le fait que je suis animatrice d'un podcast, DJ, je suis aussi archiviste, je travaille le son, je fouille nos archives communes pour déconstruire les musées coloniaux en Allemagne, en Suisse, en Italie, au Sénégal et en Belgique aussi. Je suis une femme noire, belgo-ivoiro-malienne. Je suis aussi maman de deux adorables bébés, Abel, 22 ans, Léa, 19 ans. Quoi ? Ça pose un problème ? Voilà donc ce qui répond. Voilà donc ce qui répond aux questions qui je suis et d'où je viens. Et surtout ce que j'avais vraiment envie de partager de moi avec vous aujourd'hui. Je suis Rokhaya Bamba. C'est à vous. Ting ting. Je vais vous laisser vous introduire, vous présenter, vous exprimer sur vous, mais par vous. Rokhaya Diallo. Bonjour, alors moi je m'appelle Rokhaya Diallo, je suis journaliste, réalisatrice, autrice. Je suis née à Paris, de parents sénégalais et gambiens. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Je suis engagée dans les questions qui nous intéressent tous et toutes aujourd'hui, je crois. Et voilà. Merci, Rokhaya. Sarah Lélé. Oui. Je m'appelle Sarah Lélé, j'ai 22 ans, je suis humoriste belge d'origine camerounaise. Et c'est tout. Enfin, bon, j'ai pas le même CV que... Mais en même temps, t'as la moitié de mon âge, donc c'est... Voilà. On essaye. Mais je peux rajouter un truc qui est très important pour moi. Rokhaya Diallo, elle m'a énormément inspirée quand j'étais jeune et j'ai étudié le droit pour aller faire du droit international parce que j'avais vu son CV. Mais j'ai juste fait la licence et maintenant je suis humoriste. Mais ça m'honore d'être ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Je suis hyper touchée. On m'a toujours dit que le droit menait à tout et je le constate. Donc voilà.
tu es aussi une slasheuse. Slash, c'est-à-dire... Ça veut dire que tu es touche à tout. Oui, Et que tu j'essaie. exerces plusieurs domaines d'activité. J'essaye. C'est magnifique. Oui, merci. Dire que tu as 22 ans. Moi, j'avais pas ton CV à 22 ans, si ça peut te rassurer. Voilà. Ah, la jeunesse. Ah ben justement, nous allons remonter un peu l'aiguille du temps. Quand vous étiez petite, aviez-vous suffisamment de place pour dire? Aviez-vous suffisamment de place pour simplement être? Aviez-vous déjà un besoin d'agir et sur quoi? Pour faire quoi? Pour vous inspirer, je vais citer une phrase qui est quand même parlante pour vous inspirer dans ce début de questionnement. Prendre la parole pour faire face. Prendre la parole pour dire son refus, sa révolte. Prendre la parole agissante. Parole, action. Parole subversive, agir, 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 agir. En liant la pratique théorique à la pratique pratique. C'est une citation tirée du livre La parole aux négresses de l'écrivaine anthropologue et féministe sénégalaise Hawa Thiam. Question. Aviez-vous suffisamment de place pour simplement être ou pour dire? Qui souhaite répondre? J'ai envie de dire oui, mais c'est un peu court comme réponse, j'imagine. En tout cas, moi, j'ai pas grandi avec le sentiment d'être entravée. Au contraire, j'ai vraiment eu, étant enfant, la possibilité de me projeter dans plein de possibles. Et on m'a jamais laissé entendre que les choses ne m'étaient pas accessibles. Donc ouais, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans son imagination. Donc, pour répondre à ta question, si j'avais, relative au fait que j'avais ou non la place d'agir, c'est pas une question qui me travaillait particulièrement parce que j'avais pas envie d'agir plus que ça sur mon environnement. Mais cette place-là, je l'ai toujours eue et j'en suis quand même assez reconnaissante à ma famille. Merci. J'ai envie de rejoindre Rokhaya dans le sens où, étant petite, mais je remonte à pas très longtemps en vrai de vrai, hein, mais c'est surtout que si on compare mes textes de quand j'ai commencé à 14 ans, hein, si on compare mes textes de quand j'avais 14 ans et quand j'ai eu même 19 ans, c'est deux mondes différents parce qu'à 14 ans, je vivais, je sais pas si vous connaissez Nivelles. Ouais, donc c'est très très blanc. J'étais dans une école catholique où il y avait que 6 noirs dans toute l'école et tout ça. Bon, mes textes, ils étaient sur l'école et je me voyais même pas en tant que noire par rapport aux autres. Mais une fois que je suis sortie de Nivelles pour aller à Bruxelles et que j'ai vu la réalité de la diversité et même que je suis vraiment entrée dans les débats coloniaux et compagnie, là, c'est là que mes textes ont changé, ils ont commencé à devenir des coloniaux. Mais à Nivelles, c'est avec le recul que tu t'en rends compte et sinon, sur le moment, tu as l'impression que tu fais ce que tu veux et tu es dans la même réalité que les autres, quoi. Merci. Je vais vous inviter, toutes les deux, à replonger dans votre mémoire. Vous êtes dans votre maison d'enfance ou appartement. Vous êtes dans votre pièce, celle où vous vous sentez bien. Où êtes-vous? Rokhaya Diallo. En fait, il y a vraiment deux phases entre l'enfance et l'adolescence. Je pense qu'enfant, j'aimais bien être devant la télé. C'était vraiment le salon, la télé. Donc je passais ma vie à regarder des dessins animés et des séries. Donc c'était l'endroit où je courais après l'école pour ne pas rater les séries que j'aimais bien.
Et en fait, donc c'était un appartement parisien. Et à l'adolescence, je partageais ma chambre avec mon petit frère à l'époque. Et quand on a déménagé et que je suis devenue ado, on avait chacun notre chambre. Et donc, effectivement, j'étais tout le temps dans ma chambre. Donc, c'est plutôt une pièce où je pouvais m'isoler, je pouvais lire. Mais voilà. Merci. Ouais, moi, j'ai vécu dans un appartement et puis dans une maison. Et chaque fois, c'est, je crois, la cuisine avec ma mère. Parce qu'il y a toujours à manger. Et c'est la présence de la daronne. Juste, elle te parle. Je sais pas, c'est réconfortant. Dans cette pièce, moi qui aime le son, quel bruit entendez-vous? Et aussi, quelle musique, là je suis curieuse, écoutez-vous? Sarah Lélé. Tout de suite, elle est là. Oui, parce que le bruit, et ça c'est vraiment vrai, dans l'appartement, on ne pouvait pas piler. Tu vois, quand tu veux faire du tarot ou on ne peut pas piler parce qu'il y a les voisins d'en haut et d'en bas qui pétaient des câbles. Donc quand on est à la maison, là, ça commence à piler tous les jours et tout. Donc ça, c'était cool. Et c'est vrai que c'est vraiment typiquement africain, le pilon. Et c'est la position de la daronne et toi, tu es juste en face, t'attends, elle prend... par exemple, en Côte d'Ivoire, vous avez le foutou. Tu prends comme ça, elle te donne, tu manges, et tu discutes avec elle, elle t'explique comment faire, mais même encore aujourd'hui, je ne sais pas comment faire. Donc, et la musique, c'est vraiment André Maritala, parce que mes parents, ils sont très proches de lui. C'est des sons très, très camerounais, très de l'ouest du Cameroun. Ouais, c'est réconfortant d'avoir cette image. Merci pour le partage. Je retiens le nom. Rokhaya Diallo. Alors, le son, c'est beaucoup de... pour revenir au registre de la télévision, c'est beaucoup de choses qui sont liées à la télé. Donc, c'est les génériques de dessins animés, c'est les sons un peu en japonais qu'on aimait bien, qu'on essayait d'identifier ou de traduire, ou auxquels on essayait on essayait de faire sens. La musique de mes parents, donc écouter pas mal de musique sénégalaise, Youssou N'Dour, Super Diamono, des choses comme ça. Et en même temps, énormément de variétés françaises. Donc, des ambiances de Dalida... vraiment de Mike Brandt. Je connais tous les trucs des années 70 par cœur parce que c'était les disques qu'avait ma mère, donc des trucs assez invraisemblables. Et moi, après, à titre perso, j'aimais bien... Avant la K-pop, il y avait la J-pop. Moi, j'aimais bien la J-pop, donc la pop japonaise, quand j'étais ado dans les années 90. Et évidemment, c'est l'arrivée du rap, donc c'est IAM, c'est NTM, c'est aussi beaucoup de sons américains, donc c'est Sgt. Peppa, c'est En Vogue, c'est beaucoup de R&B. Ouais. Je pense qu'on est de la même génération. Alors, vous êtes encore dans cette pièce, et ou dans la maison. Qui est avec vous? Dieu, je prie 5 fois par jour, donc beaucoup, mon tapis de prière, beaucoup d'ablutions, beaucoup de prières. Et après, sinon, mon frère aussi, on jouait beaucoup aux jeux vidéo. Donc, moi, c'était génération Street Fighter et tout, donc beaucoup de bagarres virtuelles. Beaucoup de Mortal Kombat, beaucoup de... Voilà, c'était vraiment ça. Donc, mon frère, on passait beaucoup de temps ensemble à effectivement à exprimer la violence qu'on n'exprimait pas. En plus, on n'était pas du tout dans une relation hostile, mais dans la baston virtuelle, quoi. Mais que tu pratiques dans la vraie vie aussi. Oui, je dois le dire. Donc, ça aide. Street Fighter. Sarah Lily. Moi, vraiment, ma mère, hein. Franchement, en fait, j'ai l'impression que ma mère est face à moi et les gens arrivent pas derrière et genre, je les vois que par les interactions qu'elle est là. Alors, mon père, il arrive et il dit la nourriture est prête dans 1 heure. Mon frère, il arrive et dit ton caleçon est là-bas. Et ma soeur était même pas encore là quand j'étais à l'appartement, mais après, ma soeur était là, elle dit ton goûter est là-bas. Mais pendant ce temps, c'est la conversation avec maman qui explique vraiment comment on fait, qui m'explique... et c'est des différentes conversations. Hein. Quand j'étais jeune, c'était vraiment... est-ce que tu as fait tes devoirs? Récite l'alphabet, les tables de multiplication. Vous voyez, quand vous faites les tables avec tes parents sur la table, moi, c'était dans la cuisine. Et genre, quand elle était vénère, elle disait...
va étudier, je finis, tu reviens. C'est vraiment genre, c'était ce coup de pression-là. Et puis quand tu grandis, elle nous parlait de la puberté aussi. C'est à ce moment-là qu'elle parle de la puberté. Rokhaya a mentionné Dieu. Ma mère, elle est fille de pasteur. C'est à ce moment-là qu'elle nous en parlait. Vraiment, j'ai l'impression que tout est là-dedans. Tout est concentré dans la cuisine. Merci pour ce partage intime et qui nous nourrit aussi, parce que évidemment ça résonne. Là, on va rentrer dans le présent. Justement, en réaction par rapport à la citation d'Awatiam, sur quoi prenez-vous la parole? Comment la prenez-vous? Et en quoi est-elle nécessaire? Et en quoi est-elle nécessaire pour l'apprendre dans vos pratiques pour agir, à votre échelle et dans vos domaines de prédilection? Je vous laisse un temps de réflexion, parce qu'il y a beaucoup. Oh, tu peux commencer, Rokhaya. Rokhaya Diallo. Déjà, je voudrais te remercier d'avoir rendu hommage au travail de Awatiam. Donc, ce livre, La parole aux négresses, est paru en 1978 pour la première fois. Il avait un peu disparu des radars et était disponible pendant plusieurs décennies uniquement en anglais. Et donc, il est reparu en France et au Sénégal l'année dernière, préfacé par Mame Fatou Niang en France et par Ndeye Fatou Kane au Sénégal. Ouais, au Sénégal. Ouais. Et donc voilà pour la parenthèse. Et donc moi, en tout cas, si on considère la parole d'Awatiam, je pense que l'écriture, c'est important qu'elle s'inscrive dans la transmission. Et c'est vrai que moi, découvrir ce texte très tard, en fait, La parole aux négresses, je l'ai découvert dans les années 2010, et de me rendre compte qu'il y avait cette féministe sénégalaise noire qui avait écrit en France pour visibiliser le combat des femmes noires, et qu'elle avait fait partie de la coordination des femmes noires qui réunissait des femmes d'origine, c'est ça, d'origine africaine, caribéenne, américaine, au sein du mouvement de la libération des femmes, du MLF. Donc moi, je crois que prendre la parole, c'est vraiment la volonté à la fois de documenter sa pensée, documenter l'époque, et puis transmettre pour les personnes des générations à venir, pour que justement, elles n'aient pas le sentiment d'être des générations spontanée. Donc moi, c'est ce que ça m'inspire, en tout cas, d'entendre aujourd'hui cette parole qui est tellement actuelle et qui nous donne tellement raison et tellement de sens à un engagement qui n'est pas né de nulle part, qui est justement né grâce à ces femmes-là, malheureusement, dont on connaît moins les noms et dont il faut, je pense, répéter les noms encore et encore. Awatiam. Merci. Est-ce que tu peux répéter la question Il y en a plusieurs, hein, t'inquiète, je vais revenir. Alors, je disais, par rapport à la citation, tu veux que je te la... Non, ça, je m'en rappelle. Ça, tu t'en rappelles. Donc, sur quoi prenez-vous la parole, toi qui es humoriste? Comment tu la prends? Et en quoi est-elle nécessaire pour agir? Moi, je prends principalement la parole sur scène en tant que stand-upeuse. J'ai toujours dit c'est mon moyen d'expression le plus facile. Même là, j'ai plus difficile à parler comme ça que en stand-up parce que, je sais pas, c'est un belgicisme. J'ai plus difficile. Je te traduis. Ah ouais, c'est un belgicisme? Ouais. Ah ouais? C'est un belgicisme? Elle a plus de difficultés. Ah, voilà. J'ai plus de difficultés. Je traduis. Ah ouais? Je connaissais pas du tout, en fait. Ouais. Je découvre. Ah oui? Eh ben... Mais on apprend de toutes ces sœurs. Oui, c'est ça qui est génial. J'apprends sur moi, c'est très important. Mais tu es belle, chérie. Belgo-camerounaise. Oui, c'est vrai, mais j'ai plus de difficultés à m'exprimer. Oui, comment tu dirais au Cameroun? Qu'est-ce que je dirais? Comment au Cameroun, ils diraient... je n'arrive pas à... C'est comme ça qu'ils disent. Ouais, c'est comme ça. Mais j'ai beaucoup plus de difficultés à m'exprimer en podcast, même dans une conversation one-on-one. J'ai peur du regard, j'évite les yeux. Mais en stand-up, j'arrive à mieux m'exprimer. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus impactant par la blague.
et par la subtilité, en fait. Et je pense que l'art, je trouve, est le moyen de mieux agir, en tout cas, j'ai l'impression. C'est là où il y a vraiment possibilité de discussion. Des fois, dans les débats, je vois beaucoup de gens qui ne veulent pas t'écouter, ils veulent juste répondre. Ah, tu dis ça. Moi, j'ai beaucoup regardé Rokhaya Diallo, et il y a beaucoup des gens qui étaient en face qui n'écoutaient pas. Hein. Ils étaient juste en mode, non, on va juste... Rokhaya, machin et tout. Je disais, mais ouais, écoutez au moins. Et dans le stand-up, le truc cool, c'est que le public en général ne parle pas. Donc je peux parler sans être coupé. Mais surtout, je pense que par le fait qu'ils ne parlent pas, ils écoutent réellement. Ils sont obligés d'écouter. Et après, des fois, ils répondent, ils viennent me discuter après. Et ça permet le dialogue. Mais j'ai l'impression que sans l'art, ils n'auraient jamais écouté. Ils n'auraient jamais essayé de discuter calmement, en fait. 22 ans. Wouh. Rokhaya, tu as sorti ce magnifique dictionnaire amoureux du féminisme qui pour moi est salutaire et qui est d'utilité publique. Vous pouvez l'acheter. Et elle peut vous le dédicacer. Il faut en profiter. J'ai lu, parcouru, grâce à l'aide de mon producteur et de notre super stagiaire, qui est incroyable. Elle m'a fait des post-it de couleurs, c'est magnifique. J'adore. Est-ce que vous pensez que je l'ai lu? Mais oui. Avec de la couleur, c'est encore plus magnifique. Mais là, vraiment, je voulais vraiment te dire merci. Merci d'avoir écrit et surtout de pouvoir voir un tout petit peu mon prénom sur un bouquin qui révèle énormément de choses et qui repositionne les mots et le sens. Comment est-ce possible? Comment as-tu... Je sais que ça a été difficile quand on te l'a proposé, tu as hésité, mais pourquoi as-tu hésité? Non, il est d'utilité publique, tu ne pouvais pas hésiter. Raconte-moi. Alors, déjà, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à l'équipe aussi d'avoir participé à cette lecture. Après, c'est vrai qu'un dictionnaire amoureux, c'est une collection qui existe depuis longtemps. C'est souvent très épais. Celui-là fait 600 pages. L'idée, c'est justement qu'on peut le parcourir dans le désordre. Il y a un index à la fin, choisir les mots que l'on veut. C'est des choses qui peuvent durer plusieurs mois. Il n'y a pas vraiment d'impératif par rapport à l'ordre dans lequel on s'y prend et par rapport au temps qu'on y consacre. En fait, c'est pas que j'ai hésité au départ, donc c'est l'éditeur Grégory Berthier-Saudret qui est venu me solliciter, qui dirige la collection des dictionnaires amoureux, pour une raison. En fait, quand il a repris la collection des dictionnaires amoureux, qui existe maintenant depuis 25 ans, il s'est rendu compte que depuis le début, en fait, aucun sujet féminin n'avait été traité par le dictionnaire amoureux. Il y a les dictionnaires amoureux de plein de choses, hein, du tennis, du Maroc, des Mille et une nuits, de Proust, des États-Unis, enfin du journalisme. Et en fait, il a décidé de consacrer un dictionnaire amoureux au féminisme et il me l'a proposé. Donc j'ai accepté vraiment, j'étais très honorée, mais j'ai mis énormément de temps à commencer surtout. J'étais très intimidée par le format, le côté dictionnaire. En fait, voilà, quand on parle d'un dictionnaire, il y a toujours cette idée de l'exhaustivité. Et ce qui m'a permis vraiment de commencer, c'est de me dire, ok, c'est un dictionnaire amoureux. Donc moi, j'ai vraiment une volonté pédagogique sur certaines entrées, mais j'ai aussi, dans le mot amoureux, il y a la dimension affective. Donc j'ai aussi envie de présenter mon féminisme, avec justement ce qui m'a influencée en termes de féminisme. Donc comme pour toi, ma mère est assez présente, soit en filigrane, soit voilà, dans la préface, parce que c'est la première figure féministe à laquelle j'ai été exposée, c'est la plus grande influence que j'ai eue en fait dans ma vie. Et puis donc ça, il y a ce côté personnel. Et puis après, ça parle de tout ce qui m'a influencée, donc les séries, les musiciennes,
les mangas, enfin voilà, des auteurs, autrices, une autrice de manga en particulier. Et c'est de ça, et en même temps, à côté de ça, parler de la théorie, parler des intellectuels, des femmes qui ont fait bouger les choses dans l'histoire, en France et dans d'autres pays. Et puis forcément, comme c'est mon dictionnaire amoureux, ce qui est très présent, c'est la France, les États-Unis, le Sénégal. Donc je parle d'Awatiam, par exemple, je parle de films sénégalais, de Mariam Abba, qui a écrit un livre aussi, qui est fondateur du féminisme ouest-africain. De Beverly Crenshaw. Ouais, c'est ça. Et voilà, absolument. Sur l'intersectionnalité. Ouais. Tout à fait, de charge mentale. Quand tu m'as parlé de ta mère qui regardait tout le monde défiler pour savoir qui a quoi, le caleçon, où il est, le repas commence quand, etc. J'ai pensé charge mentale directement. Je me suis dit, ouais, elle gérait quand même. Donc il y a effectivement cette question de la charge mentale des femmes dans les foyers. Et voilà, donc j'étais intimidée par le sujet. J'ai mis, je pense vraiment, entre le moment où on m'a sollicité et le moment où j'ai commencé à écrire, j'ai mis 3 ans et demi. Et après, j'ai vraiment passé toute l'année dernière à écrire, quoi, à faire des allers-retours avec... surtout des allers avec mon éditeur. Et puis en plus, ce qui est génial, c'est que j'ai travaillé avec une illustratrice qui s'appelle Marie Dubois, qui est à l'origine notamment de la couverture que je trouve vraiment super belle. Et puis tous les dessins à l'intérieur, donc où elle illustre. Et ce que je trouve génial, c'est que illustrer des personnages qui ont existé, qui sont de fiction, c'est plus simple parce qu'il y a un support en fait physique pour s'inspirer. Mais quand vraiment ce qu'elle a choisi par exemple pour illustrer le wokisme, enfin c'est toujours super drôle. La sororité, puisqu'on est sur le titre de ton podcast, c'est très joli, c'est très doux, c'est drôle aussi quand il le faut. C'est vraiment voilà un travail de ping-pong qui était vraiment chouette. Donc non, c'était vraiment du temps. Et puis voilà, des moments de désespoir aussi, hein. Quand tu arrives au milieu du dictionnaire et qu'il te reste, que tu dois le rendre dans quelques mois, tu te dis, je vais jamais y arriver. Pourquoi j'ai fait ça? C'est impossible. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, qu'est-ce qui m'a pris d'accepter C'est plus après que je me suis dit, waouh, c'est beaucoup de boulot, quoi. Mais après, une fois que c'est terminé, j'étais contente d'avoir proposé ma version en fait du féminisme. Ça reste personnel, mais ça, évidemment, ça fait écho. À toutes les personnes qui traversent les mêmes espaces que moi, qui sont européennes, qui sont noires ou pas, qui sont des femmes, qui sont de ma génération ou pas. Enfin, je parle de femmes. Dans les personnages, ça va vraiment de Simone de Beauvoir à Léna Situation. Donc, on est quand même dans une palette assez large de femmes qui comptent quoi, dans la galaxie féministe. Et quand tu as commencé à rédiger, à essayer de trouver, parce que tu commences par adelphité, et puis le deuxième, afroféminisme. Donc voilà, c'est des mots bien pensés, bien cherchés. 3 ans, je me dis, waouh, t'as bien fait. Mais oui, quel a été le blocage, en fait? Qu'est-ce qui a été difficile au démarrage? Alors, ce qui a été facile, c'est de lister les mots. Donc, je les ai pas écrits dans l'ordre, mais je savais ce dont je voulais parler. Donc, j'ai fait plein de listes. Après, j'ai pas écrit tout ce que j'avais prévu parce qu'en écrivant certains mots, je me rendais compte que je traitais d'autres que j'imaginais traiter séparément. Et le premier mot que j'ai écrit, c'est Britney Spears. c'est vraiment celui qui m'est venu le plus facilement. Paradoxalement. Et donc, j'ai pas écrit dans l'ordre alphabétique, j'ai écrit vraiment en fonction de ce qui me venait, ce qui me semblait facile. Et il y avait des mots qui étaient très intimidants, comme patriarcat, comme féminisme. Je me disais, comment je vais définir le patriarcat? C'est déjà un dictionnaire. On peut faire déjà 600 pages sur le patriarcat. Donc, est-ce que je vais avoir l'ambition d'être exhaustive ou est-ce que je vais dire finalement, pour le patriarcat, je donne une définition, mais je dis, on peut se référer aux travaux de nombreuses féministes qui ont déjà tant exploré cette question qui est transversale. Donc, il y avait des mots comme ça où je me disais, ou genre, tu vois, genre, binarité, femme, évidemment. Donc, femme, c'est très court, en fait. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. Je pense que toutes les personnes qui se définissent comme femmes sont des femmes. Enfin, je pense que en fait, entre femme et féminité, il y a déjà autre chose. Penser que la masculinité, j'ai vu Ouais, parce que c'est un vrai problème. Là, je me suis dit qu'il y avait des choses à dire. Donc, il y a des choses qui sont longues, puis après, il y a des choses qui prennent de l'espace, comme par exemple sur le voile, entre parenthèses foulard, hijab. J'ai mis beaucoup de temps parce qu'en fait, en France, et je pense un petit peu ici aussi, c'est un sujet qui n'en finit pas de finir. Donc c'est très long parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à dire entre l'oppression qui peut être véhiculée par ce vêtement lorsqu'elle est utilisée par des régimes théocratiques et la manière dont on peut en faire aussi une lecture islamophobe en empêchant les femmes qui portent le hijab de vivre tout simplement, de faire du sport, voilà. Donc il y a ça, et effectivement, et puis c'est pareil, il y a des séries sur lesquelles je m'étale, comme Sex and the City, d'autres sur lesquelles c'est plus court. C'est vraiment en fonction de l'inspiration, des trucs très très courts.
aussi sur des mots. Mais non, finalement, c'est vraiment l'intimidation qui fait que j'ai mis du temps à m'investir dans certains mots. Et puis après, il y avait des recherches aussi sur certaines personnes dont je ne connaissais pas forcément très très bien la biographie, mais dont je voulais parler. Je pense à Frida Kahlo, je pense à... Voilà, il a fallu quand même que je me redocumente ou que je revoie des choses pour me remettre en tête les dates, les époques et puis leur personnalité, quoi. Est-ce que tu avais une ligne rouge à ne pas franchir ou est-ce que tu t'es mis des pressions qui se sont révélées inutiles? Est-ce que tu as osé aller jusqu'au bout de ce que tu voulais dire, voulais cracher? Oui, je me suis pas mis de limite. On t'a laissé ce qui est génial, c'est que libre. l'éditeur Grégory, quand il est venu me chercher et qu'il m'a proposé d'écrire sur le féminisme, je me suis dit, est-ce que tu sais ce que je vais écrire? Et au contraire, il a dit, justement, moi, je voulais faire un livre de combat, un livre engagé. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment rassurée, c'est que j'ai envoyé les 10 premiers mots que j'ai écrits. Et en fait, comme il a trouvé ça OK, qu'il était assez enthousiaste, j'ai mis après 6 mois à recontinuer à écrire parce que j'avais ce soulagement de me dire OK, je sais dans quelle direction je peux aller. Donc moi, ma pression la plus grande, c'était celle de la pédagogie, donc d'être intelligible et de pouvoir donner en fait des explications qui permettent à chacun, chacune, à quel que soit son âge ou son parcours et ses connaissances de ce sujet, de comprendre. Et puis après, de me dire, la pression, c'est de me dire, il y a des spécialistes de chaque sujet que j'ai évoqué. Donc, il ne faut pas que je me plante. C'est-à-dire que sur chaque sujet, il y a des féministes que je connais ou non qui ont écrit des thèses. Donc, toi, quand tu fais une demi-page, une page, 2 pages, est-ce que tu ne trahis pas le travail de personnes qui ont tant travaillé? Donc, moi, c'est cette pression-là que j'avais et que j'ai toujours parce que le bouquin est sorti depuis 2 semaines seulement. Donc j'avais un peu en tête de me dire j'espère que je fais honneur quand même aux femmes qui ont travaillé sur ces sujets-là avant moi, en synthétisant leurs pensées de manière un peu sommaire. Et puis après, j'espère aussi donner envie aux gens qui vont effleurer justement ces différentes entrées de se plonger dans leurs travaux. Donc j'essaie vraiment de citer beaucoup, beaucoup des personnes qui ont travaillé sur les sujets. Ce livre, quand on le lit, c'est vraiment toi. C'est assez frappant parce que je te vois à chaque mot. Je te vois le dire, je te vois les prononcer, les définir. Et donc l'identification est là. Donc merci pour ça. À qui tu t'adresses? À qui tu t'es adressé pour que les mots puissent jaillir? Moi, c'est vrai que quand j'écris, je ne pense pas nécessairement à un public. Je pense vraiment à être le plus honnête possible avec moi-même, le plus intègre possible et de ne pas trahir ma pensée et de la dire sans peur. Parce qu'en fait, c'est que souvent, ce qui peut intimider aussi, c'est la crainte des conséquences. Et là, je me suis dit, je veux vraiment être comme je suis dans la vie et dire les choses telles que je les pense, y compris quand c'est potentiellement controversé. Et de me dire que parfois, il y a des choses qui peuvent ne pas paraître conciliables. Par exemple, le fait que je suis une femme musulmane, mais je défends... je suis vraiment croyante, etc. Mais donc je défends le droit des femmes musulmanes à s'habiller comme elles veulent, mais je défends aussi le droit des travailleuses du sexe. Et que toute cette pensée-là, qui peut apparaître comme étant antinomique, mais qui pour moi ne l'est pas, puisse apparaître dans le même texte, que je puisse parler de Zaya Dehar, qui est une amie que j'aime beaucoup, qui a un discours sur le travail du sexe qui est vraiment particulier, mais aussi parler de femmes qui sont musulmanes, qui peuvent être couvertes, etc., que j'ai envie de célébrer dans le même ouvrage. Pour moi, c'était important. Et je sais qu'il y a des gens qui peuvent être froissés par la coexistence de ces 2 sujets dans le même espace, mais j'essaie vraiment de me dire, OK, il ne faut pas que je me dise que je ne veux pas froisser des gens, il faut que je me dise que je suis la plus vraie possible par rapport à ce que je pense profondément. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'on se dit, oh là là, j'écris ça, je sais exactement qui ça peut contrarier, y compris dans les gens de mon entourage. C'est plus là que ça peut me toucher. Mais j'ai vraiment essayé de faire en sorte d'être le plus authentique possible, quitte à ce que ça ne plaise pas nécessairement à tout le monde, mais en espérant que ce caractère sincère touche les gens au-delà du fond. Merci. Sarah Lélé, tu peux rebondir. Tu fais un bond. Tu me demandes de faire exactement. Comment tu ressens? Mais plus à mon échelle. Voilà. Totalement. Ouais. Sur scène, les mots que tu emploies, les sujets que tu utilises et le fait d'être noire aussi sur scène en Belgique. Mais sur ce que je facile, pas facile, difficile.
Compliqué. C'est très long, hein. Mais on a le temps. Je vais rebondir sur la fin qui est le plus difficile et ce que je pense je fais face aussi dans mes textes. Parce que j'ai un texte que les gens aiment beaucoup, c'est là où je parle de l'homophobie de mon père, qui est très présente. Et je suis même pas homosexuelle. Donc, quand je parle de ça, c'est vrai qu'au début, j'ai ce texte depuis que j'ai 16 ans dans mes cahiers, mais je l'ai sorti il y a 1 an à peu près. Okay. Et c'était justement parce que j'avais peur de est-ce que je vais un peu... est-ce que par là, la communauté africaine va pas être un peu fâchée contre moi ou va le prendre comme tu soutiens quoi exactement et tout ça. Mais il y a vraiment un moment où, comme Rokhaya, je me suis dit, en fait, c'est par rapport à moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire et qu'est-ce que moi réellement je pense. Et c'est là-dessus qu'est fait mon spectacle, c'est qu'il y a vraiment, même quand je parle de colonisation, on m'a beaucoup invité à le faire devant des diplomates belges et compagnie, et des fois pour me dire, ouais, vas-y, est-ce que tu vas oser et tout. J'ai osé, parce que je l'ai écrit pour être vrai envers moi-même. Je l'ai vraiment fait parce que c'était quelque chose je l'ai écrit, c'est venu tout seul, donc ça devait être dit de manière assez autant naturelle, quoi. Et c'est sur ça que je peux rebondir. Après sur être humoriste noir en Belgique et compagnie, c'est un gros sujet. Je pense qu'en France aussi, c'est presque la même chose. Non, mais dis la vérité. Et être une femme aussi. Hein, oui, être une femme humoriste, c'est difficile. Oui, c'est compliqué. Mais non, mais... On est entre nous. Mais j'ai pas peur. Je le dis. Après, c'est pas plus compliqué que être une femme noire médecin. Je veux dire, être une femme noire, c'est un fardeau qu'il faut porter tous les jours, entre guillemets. Parce que quand tu montes sur scène en tant qu'homme, ça, c'est un truc que... C'est là où, pour moi, le plus dur se fait. Un homme qui monte sur scène, et encore plus un homme blanc, les gens s'attendent à ce qu'il soit drôle. Et ils sont en mode tranquille, il va être drôle. Et s'il n'est pas drôle, ce gars n'était pas drôle. Et tout le monde vague à ses occupations après. Mais quand nous, on monte sur scène, le public, il se dit « Ah, c'est une meuf, ça va pas être drôle ». Et donc, il y a un devoir de conviction dès les premières secondes, en fait. Et si dans les premières secondes, t'es pas drôle, tu sens que les gens ils sont « Ah ouais, encore une meuf, je sais pas ce qu'elle fout et tout ». Donc, il y a ce truc-là et il y a vraiment une attente de l'excellence, même dans le milieu, on va dire, entre guillemets. Une meuf qui est pas drôle 2 fois sur une line-up, on va dire « Ah, ben, elle est pas drôle, on arrête de la programmer, elle est pas forte ». Mais un homme il peut être pas drôle toute sa vie et faire des zéniths. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Et ça, c'est dur. C'est dur. C'est très dur à voir, c'est très dur à vivre. Mais moi, j'ai été éduquée par mes parents que ça va être dur de toute façon. Donc, bats-toi. Et puis, une fois que tu seras arrivé en haut, tu leur diras, ça n'a pas été facile. Et voilà, donc c'est ce que j'essaye de faire. Mais voilà, c'est ça le challenge plutôt, je dirais. Je fais la deuxième partie, déjà. C'est trop court. Vous écoutez Sororité, Conversations with My Sisters, un podcast de Rokhaya Bamba et du studio Balado. Merci au public chaleureux qui nous accompagne. Là, on va rentrer dans le sujet qui fait mal. Peut-être, peut-être pas. Vous avez toutes les deux appris, de ce que j'ai pu entendre, des échanges qu'on a eus, mûris, dans un panorama de références familiales, de clans, sororales ou pas, qui ont construit vos identités multiples, vos personnalités face aux appréhensions de vos différences. Vous êtes femme noire qui avez subi, vous êtes femme noire qui subissait,
Sûrement cette tendance à la généralisation des préjugés, des stéréotypes, de ces conceptions toutes faites de la femme, de ses rôles assignés dans la société. Imaginez vos valeurs culturelles liées à votre champ professionnel, des valeurs utiles, en parfaite interdépendance. Awatiam est là. Elle varie, renvoie à un idéal anthropologique, ce qui est désirable ou pas, laid ou beau, bon, mauvais, normal, pas normal. Elles sont ancrées dans une tradition ordonnée, suivant leur degré d'importance. Ces valeurs, vos valeurs, jouent un rôle fondamental dans vos interactions, dans votre communication, dans votre langage, vos comportements, vos relations, vos représentations dans la rencontre avec l'autre. Avec tout ça, est-ce que vous trouvez le temps de réfléchir sur qui vous êtes? C'est un sujet de bac, là, c'est... J'étais pas venue pour ça, moi. 10 minutes. On rigole pas en Belgique. Ouais, non, je vois ça. C'est Et très sérieux. on ne te coupe pas la parole. C'est vrai. Vous êtes poli. Donc tu peux t'installer ici et quitter la France si ça ne va pas. On l'accueille! Merci beaucoup pour l'accueil. Je pense que réfléchir au monde, c'est aussi réfléchir relativement à la place qu'on a dedans. Et je pense qu'indirectement, quand je pense au monde idéal, au monde que j'appelle de mes voeux, que j'essaye de, voilà, sur lequel j'écris, donc j'identifie les défauts, les problèmes, je pense à la place que je voudrais y occuper et à qui je suis dans cet espace-là. Donc je peux pas dire que je pense à moi dans le sens réfléchi à qui je suis comme ça, de manière formelle ou explicite quotidiennement, mais je pense que ma réflexion sur les rapports de force, elle est liée à ma personne, donc je pense beaucoup à qui je suis aussi. Et puis après, ce qui est aussi particulier quand on est une personnalité publique, c'est qu'il y a des gens qui parlent beaucoup de vous. Et donc, tu passes beaucoup de gens aussi à écouter des gens dire des choses fausses sur toi. Donc du coup, pas à te définir en opposition, mais en tout cas à comprendre ce qui, chez toi, peut provoquer des choses chez les autres. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses que j'aurais jamais identifiées chez moi, que je vois maintenant, en fait... tu vois, dans les commentaires qu'on peut faire, qu'ils soient déplacés... Et c'est pas toujours explicitement raciste, mais c'est des points de toi sur lesquels les gens vont se focaliser, où tu te dis, ah ouais, en fait, c'est toi, tu vois ça de moi, et c'est ce que je t'évoque, parce que donc déjà, toi, tu as un problème avec toi, et que moi, ce que j'ai dans mes caractéristiques, ça te met dans une position inconfortable. Donc moi, il y a plein de choses que j'ai découvertes dans le regard des autres, vraiment, que je n'identifiais pas du tout dans ma personne, quoi. Mais qui ne t'ont pas fait changer ta manière de faire, ou ta manière d'être, qui a sûrement heurté ton savoir-être, mais qui n'a pas changé ton savoir-faire. Mais au contraire, en fait, ça m'a confirmé... Moi, je suis assez... En fait, ça me fait plaisir quand les gens sont... Quand je les indispose, en fait. Parce que... Non, mais en fait, je vais vous donner un exemple. J'ai eu un procès l'année dernière. J'ai porté plainte contre quelqu'un qui m'avait accusé d'être à l'origine d'attentats. Enfin, c'est vraiment très, très grave. De manière très islamophobe, en plus. Donc, je l'ai attaqué en diffamation. Il a été relaxé. Et j'ai fait appel, il y aura l'appel au mois de juin. Mais en fait, ce qui était fou dans ce procès, c'est au-delà du fait d'essayer de me faire passer pour une terroriste, qui est déjà complètement dingue. C'était donc une semaine après le Festival de Cannes, et moi j'avais eu l'immense honneur en fait de monter les marches l'année dernière avec Judith Godrèche pour dénoncer les violences sexuelles et sexistes. Et donc en fait on avait monté les marches et on était à plusieurs avec son équipe de film. C'est ça, l'équipe du film Moi aussi. Avec sa co-réalisatrice Mathilde, pardon, dont le nom de famille m'échappe, mais il y avait toute l'équipe du film. Elle m'avait demandé, j'avais participé au film, parmi toutes les milliers de personnes qui étaient dans le film, donc j'étais dans le... Enfin, j'y ai participé dans le sens où effectivement j'étais visible dans la foule, et après j'ai monté les marches, et donc on est au haut des marches, on a toutes mis les mains sur notre bouche pour dénoncer le silence sur les violences sexistes dans le cinéma. Et donc cette photo a été très visible, elle a fait le tour du monde.
Et en fait, donc le procès a eu lieu une semaine après. Et pendant le procès, en fait, l'avocat de la partie adverse ne cessait de parler de ma robe. Madame Diallo était au Festival de Cannes avec sa robe, a cité la marque et tout. Mais un rageux de fou. Mais j'étais là, mais c'est incroyable. Et donc, mon client... Et à la fin, je vous jure, franchement, si j'étais pas là, j'aurais pas cru la personne. À la fin, elle a dit « Mon client n'est pas invité au Festival de Cannes, contrairement à Madame Diallo. » Je fais « Mais sérieusement ? Mais franchement, c'est sérieux ?» Donc, prochain procès... Au tribunal. C'était vraiment dans ses conclusions. C'est un truc de fou. Je fais, comment ça joue contre... Il voulait être au festival de Cannes. Comment ça peut jouer contre moi? C'est un truc de fou. Et en plus, c'est pas la première fois que je suis confrontée à cet avocat. Et dans un procès que j'avais contre lui 3 ans auparavant, pareil, Festival de Cannes, elle avait une robe rouge. Elle vient de défiler pour L'Oréal. Franchement, c'était incroyable. Je me suis dit, mais... Donc, en fait, je me dis... En fait, quand je mets... Moi, en fait, du coup, je me dis, prochain procès, je vais mettre ma plus belle robe. Obligé. Je me dis, puisque ça le fâche, autant le faire avec élégance. Vraiment. Mais Gucci. En fait, il veut la robe. Donne-lui la robe. L'Oréal, ils ont mal géré ça. Ils auraient dû lui donner la robe. En fait, les problèmes se régleraient si facilement. Je suis sidérée. Dans un tribunal. Non, mais je te promets. Franchement, c'est un truc de fou. Et la juge, elle dit quoi, wesh? Ouais, j'avoue, Rokhaya, t'as abusé la robe et tout. En tout cas, la première fois, les 2 fois, les personnes qui étaient face à moi ont été relaxées. Donc la juge, elle n'est pas de mon côté. Non, mais ce que je vis à côté, c'est de la merde. Ça sert à rien de me poser des questions, en vrai. Je suis en train d'aller vers toi et de dire... J'ai dit, non, c'est comment bon. Tu veux répondre? Je n'ai pas la robe. Tu connais même pas Cannes. Oh là là, même la chaîne pour regarder Cannes, j'ai pas à la maison. Laissez-moi tranquille. Aïe, aïe, aïe. Non, ça, c'est un bon sketch. Elle va faire un sketch. Ah ouais, c'est confidentiel, ça, Rokhaya? Non, c'est public, hein, donc... c'est public. Il y avait plein de gens qui étaient venus assister au procès. Franchement, viens à mes procès, c'est un peu... Je vais venir. Mais c'est fou. Tu avais fait un appel, mais moi je jouais à ce moment. Ouais, c'est ça. Oui, le 6 juin, t'as dit. C'est le 5 juin, ouais, c'est ça. 5 juin, wow. Ouais. C'est en où? tout cas, non, mais c'était public, il y avait du monde. C'est à Cannes. C'est à 13h30, je crois. Et c'est où? C'est à Paris? C'est à Paris, ouais. Oh, purée, 13h30. Ouais, j'ai rien à faire en vrai après. Je vais mettre ma plus belle casquette. Et vous êtes tous bienvenus, hein, c'est public, donc voilà, n'hésitez pas à prendre un car. Equinox, ouais. C'est fou. C'est fou. Du coup, moi, je suis perdue, je sais plus où je suis. Tu posais une question sur être quelque chose, un truc comme ça. Mais moi, je suis perdue dans... c'est ça. Le temps de... Oui. Est-ce que vous prenez le temps de réfléchir sur qui vous êtes avec toutes les injonctions, tout le poids? Franchement, je pense que... Et je le dis vraiment de la manière la plus humble possible. Je pense que je suis encore trop jeune pour sentir un quelconque poids sur moi. Donc, j'ai l'impression, c'est vrai, quand on me pose des questions, ah ouais, j'avais oublié. Ouais, c'est vrai, j'avoue, je suis une femme noire et tout. Des fois, non, mais des fois... Quelle chance. Quand tu rentres dans ta vie de tous les jours, sur scène, je le ressens, je le vois et tout et tout. Mais à la seconde où je rentre chez moi et je joue à la PlayStation, frère... j'oublie et tout, mais c'est des piqûres de rappel, des gens qui te font tu vois, qui te disent des trucs et tu vois les traitements qu'on te donne des fois et que tu vois d'autres gens avoir d'autres traitements, ok, tu dis ah ouais non, il faut pas que les gens vont me rappeler si j'oublie en tout cas, tu vois. Mais c'est vrai que là, c'est vrai que je suis plus focus sur moi que sur le poids par rapport à moi. Donc j'ai le temps de trouver qui je suis et je pense que je suis encore en quête entre guillemets. Je suis vraiment
c'est quand tu poses des questions comme ça que je me rends compte que je suis vraiment, vraiment jeune, parce que j'ai encore plein de choses que j'ai pas fait, mais je suis beaucoup plus confrontée à ce genre tu vois, du poids dans le métier. Sinon, dans ma vie de tous les jours... Et comment tu trouves suffisamment de force, d'énergie sur ce à quoi on te confronte dans ta profession, justement? Ok. Mais il y a une règle. Quels sont tes mécanismes de défense? Ok. Moi, je sais que je suis un peu trop impulsive des fois. Donc, je fais rien. Et il y a une règle dans le stand-up, c'est casse la baraque et t'auras raison. Donc, des fois, j'ai vraiment vraiment des coups bas, des choses qui sont très dures. Mais je sais que si je réponds par la parole, je vous ai dit, je m'exprime pas bien aux gens. Si je vais être trop virulente ou... Je suis pas comme Rokhaya. Rokhaya, elle a vraiment du calme. Je vois dans les... Il y a vraiment des gens... C'est vraiment juste l'histoire de la robe, là, je trouve que c'est scandaleux. Et je vois à la télé, t'es vraiment très, très calme. Et moi, je sais que j'ai pas ce calme-là. Donc, j'ai au moins la sagesse de dire, ne réponds pas parce que tu es trop virulent. Mais sur scène, fais en sorte que ce soit nickel. Et c'est après que je fais juste un clin d'œil et puis je pars, tu vois. La vérité, elle est sur scène et puis voilà pour moi. Mais j'essaye, hein. J'essaye. Je dis pas que tous les jours ça se passe comme ça. Parce que des fois, c'est vrai que je réponds, mais tu vois, quand tu réponds, t'es fâché, on dit, ah, regardez la femme noire, tout le temps fâchée. Et moi, pour le coup, quand je suis fâchée, je suis vraiment fâchée, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'essaie le moins possible de répondre. J'ai pas des bons mécanismes de défense. Donc, mon seul mécanisme, c'est sur scène. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Mais tu apprends. J'apprends. J'apprends, j'essaye. Super. Mais j'aimerais être comme Rokhaya un jour, hein, vraiment. Non, mais après, je pense que c'est important de dire que la colère est légitime. Tu vois ce que je veux dire, c'est que moi, je suis calme dans certaines circonstances. Merci. Tu vois, je suis calme dans certaines circonstances, mais on ne devrait pas avoir la charge de rassurer les gens par rapport au fait qu'on n'est pas le stéréotype qu'ils imaginent. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je suis calme dans l'exercice de mes fonctions, c'est-à-dire les mêmes interactions en dehors d'un plateau de télévision, ça se passe pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas de patience en fait dans la vie. Mais vraiment, je suis pas du tout patiente. Mais quand je me suis dit que je suis au boulot et que je dois informer les gens, en fait, les personnes qui m'interrompent passent au second plan. Tu vois ce que je veux dire? Donc le calme, c'est aussi, ça se travaille dans des circonstances particulières, mais vraiment, tu as le droit d'être en colère. Ouais. Merci. Quel est le tips que tu pourrais donner, le conseil à nos sisters, justement pour avoir cette capacité, ce courage de prendre du recul, de faire un refresh pour restart again? Non, mais déjà, les conseils de base... Donne-moi tes tips. Non, mais déjà, faut dormir et s'hydrater. Non, mais c'est la base, le sommeil. Non, mais vraiment, c'est important. Prendre soin de soi. Déjà, pour la patience, le sommeil, c'est important. Quand t'as pas dormi, quand même, en termes de témoins, toi, t'as moins de patience, tout simplement. S'hydrater, enfin, c'est vraiment les trucs de base pour être en bonne santé, s'occuper de soi, c'est super important. Vraiment bien s'occuper de soi. Quand t'es fatigué, ne pas aller au-delà de tes capacités. Je pense que l'entourage, c'est fondamental aussi. Et puis être capable de dire non. Donc, tu vois, si t'as pas la force, si tu n'as pas envie, tu peux aussi te mettre en retrait et te dire, je vais me concentrer sur moi. Tu peux traîner chez toi en pyjama. Enfin, tu vois, c'est des trucs qu'il faut vraiment s'autoriser à faire et normaliser le fait de ne pas être toujours OP, de ne pas être toujours présent et de ne pas toujours être dans la performance. Des fois, tu peux juste traîner chez toi parce que t'as la flemme, t'es pas obligé de tout le temps produire. Et moi, c'est vraiment le conseil que je donne vraiment le plus souvent, c'est le soin de soi. Ce qu'on a du mal à faire. Et toi, quel conseil tu donnerais à tes sœurs Franchement, je rejoins Rokhaya là-dessus. Elle a vraiment tout dit parce que justement quand elle dit de ne pas tout le temps être dans la production, et comme tout à l'heure je vous ai dit, on a moins de tolérance qu'une femme soit moins drôle un jour.
Okay. Et donc, c'est ce qui fait que quand une femme est drôle, et dans le milieu du stand-up, c'est comme ça. Quand il y a une meuf drôle, on va essayer de la surbooker, de la mettre partout. Tous les gens vont essayer de profiter de « Ah, c'est la seule meuf drôle, machin, et tout, et tout. » Et donc, on se sent moins à l'aise de dire non. Et le truc, c'est il faut dire non. Et je pense que, de tout le milieu, je pense que je suis l'une des meufs qui dit même je suis l'une des personnes qui dit le plus non. Je crois que j'ai dit plus non dans ma carrière que oui. De ouf, et c'est ça qui rend ton oui vraiment cool, tu vois. Quand tu dis oui, c'est parce que tu veux vraiment, et t'es à l'aise, et tu peux le faire. Mais quand tu dis oui trop de fois, après quand tu dis non, les gens ils pètent des câbles, ils commencent à penser que t'es acquise pour eux. Donc vraiment prendre soin de soi, et le non, je dirais, elle a vraiment tout dit, Rokhaya, là-dessus. Mais dans mon spectre, je pense que c'est ça que je prendrais. Ouais. Oh, tu es magnifique. Merci. Je suis contente que tu aies dit oui. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Je suis contente que tu aies dit oui. Avec grand plaisir. Ah ben c'est la fin. Et oui. Oh oui. Mon producteur me fait signe tout doucement. Et moi je fais. Oh. J'avais tellement de questions. Oh là là. Eh bien, merci. Merci Rokhaya Diallo. Merci beaucoup. Et Sarah Lélé. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci Rokhaya. Merci à toi. Merci Rokhaya Bamba. Mais merci. Je sens très émotive d'avoir accepté en tout cas mon invitation, notre invitation. Ça c'est fini. On y va. Allez, c'est fini. Je fais comme les slammers. Je ne suis pas, mais voilà, ça fait du bien. J'y vais. Je clôture. C'était Sororité, Conversation with My Sisters avec Rokhaya Diallo et Sarah Lélé. Ce podcast a été enregistré en public à la Tricoterie dans le cadre du festival Equinox le 22 mars 2025. Un immense merci. Merci à mon producteur et réalisateur Michel-Ange Vinti. À Shaima Haji pour la préparation de l'émission ainsi que là. Ainsi qu'à David Federman pour la musique originale et le mixage que vous écouterez après. Un immense merci à toute l'équipe d'Equinox. Sororité Conversation with My Sister est une production du Studio Balado. Retrouvez-nous sur www.studiobalado.com, sur les réseaux sociaux et bien sûr, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci à vous, merci public et merci pour votre écoute.